Bonjour tout le monde, je m'appelle Tommy Godette encore et on retourne cette semaine à la formule Le Tour d'Ivoire avec mes deux psychologues préférés. Attention, nuance. Tommy Colin-Vallée est doctorant en psychologie, tandis que M. Paquette ici est lui full on psy. Hein, mon Maxime? Oui. Parle-moi de toi, là. Bon, ben, ça n'a pas changé, moi non plus. Mon nom est encore Maxime Paquette, puis je suis encore avec grand plaisir avec vous pour discuter aujourd'hui autour d'Ivoire. Puis je suis là à titre là, personnel, là, évidemment, mais aussi dans mes temps libres. Je suis professeur à l'Université de Montréal en psychologie. Et je suis full member psychologue, là, mais aujourd'hui, on est plus là pour jaser de concepts qui sont à la portée de tout le monde, comme on Effectivement, dit. ça en est même un qui me tient beaucoup à cœur. On va jaser de doute. Hein. Il y a des manières saines et des manières moins saines de douter. Il y a toutes sortes de répercussions qui viennent autour de ce processus-là. On va jaser aussi avec Tommy Colin-Vallée. Salut, Tommy. Bonjour, Tommy. Hey, Allô. c'est rare que ça arrive en esti, là. Je Je sais que ça te salue. met à l'aise en plus. Ouais, J'en non, ben profite. moi j'ai grandi à Val-d'Or, puis genre à la polyvalente au singulier de Val-d'Or, il y avait un Tommy. Ben, on était, je pense, deux de mon niveau. Il y en avait un qui s'appelait Tommy Leblanc aussi. Je ne l'ai jamais bien aimé. Je ne sais pas pourquoi. Faisait Bon, de l'ombre. Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, un show sur le doute aujourd'hui. Ben oui. C'est beaucoup à cause d'un article que tu m'as envoyé pour ma fête, qui était le 23 mars dernier. Merci tout le monde pour les gentils mots. Mais comment ça s'appelait cet article-là? On entend ça comment, cette discussion-là? Ben en fait, là, on ne rentrera pas tout de suite par cette porte-là, hein. L'article, qui est un article qui est paru sur France Culture, donc c'est un philosophe des sciences qui a été interviewé justement en lien avec la tendance des gens à tomber dans les théories de conspiration, mais on entre par le sujet par la question du doute. Comment douter raisonnablement? Puis, ben, pour un peu contextualiser ce sujet-là aujourd'hui, je voulais commencer par vous présenter un peu les données sur l'alphabétisme au Québec. Donc, je ne sais pas si vous avez fait vos recherches, suivi les nouvelles. La semaine dernière, donc la Fondation pour l'alphabétisation, donc on va mettre le lien aussi après le show, donc qui ont fait un peu le portrait du taux d'alphabétisation au Québec actuellement. Les dernières données, je crois qu'elles dataient de 2012 ou 2016. Donc, il y a eu quand même quelques années de ça que ça n'avait pas été fait. Puis, on s'est rendu compte dernièrement que au Québec, donc la population en général, si on calcule le taux d'alphabétisation ou de littératie, en fait, il faudrait dire, hein, on a changé un peu notre conceptualisation. On parle maintenant de littératie et plutôt que d'alphabétisation. Ça revient au Puis, même, là, par contre. ça, pas tout à fait, parce que l'alphabétisation, ça nous donne l'idée un peu que la personne n'est pas capable de déchiffrer finalement les lettres puis les mots. Donc, OK. c'est un peu simpliste comme façon de voir les choses. La littératie, ça va plus loin. Ça dit que il y a des gens qui sont capables à différents degrés de lire différents documents, du plus simple au plus complexe. Donc, De on aurait. s'imbiber de l'information, genre le C'est ça. décortiquage qui va avec. Mais tu comprends-tu Exactement. vraiment? C'est Parce que ça la clé. littératie, c'est un peu comme. Donc, la littératie, c'est au-delà de déchiffrer les mots, hein, être capable de savoir qu'une lettre égale un son, puis d'être capable de faire des mots complets avec ça. Bon, au-delà de ça, c'est d'être capable de faire du sens de l'information dans le texte, puis d'être capable de le relier à des connaissances personnelles aussi. Donc, c'est vraiment ces trois aspects-là qui sont importants dans la littératie, et c'est pour ça qu'on peut distinguer 5 niveaux. Au niveau 1 et 2, on considère que la personne est capable ou plus ou moins capable de lire des textes simples, donc très linéaires, avec des, bon, mon chien s'appelle Fido, il est marron, il aime manger de la moulée. Bon, ben, si je pose la question, quelle est la couleur de mon chien, je suis capable de repérer cette information-là. Donc là, on est à un faible niveau de littératie. Et les données qui sont sorties dernièrement montrent que 50 de la population au Québec, et ça, peu importe la tranche d'âge, c'est sûr qu'il y a des disparités là, au niveau des nombres, mais 50 de la population au Québec n'est pas capable d'atteindre un niveau de littératie fonctionnelle pour la société. Donc, ça se situerait au niveau 1 et 2. Il n'atteint pas le niveau 3, qui est le niveau fonctionnel, dans lequel on est capable de lire finalement un article de journal et capable de porter un regard un peu critique quand même sur les nouvelles, là. Ouais, Donc ça, ce n'est pas atteint par la moitié de la population. parce que veux pas, si tu lis un article de journal, souvent il y a des informations nouvelles à un certain degré.
Fait qu'il faut que tu essaies de les imbriquer par rapport à ce que toi, tu as déjà comme conception de ces sujets-là ou de ces patentes-là. Il y a effectivement quand même beaucoup de nuances déjà et on vient juste de commencer. C'est assez capoté. Tu as dit 50% pour le Québec, à peu près toute tranche d'âge mélangée, là, sous toute Oui. réserve. Donc, ça serait un peu un mythe que de penser que c'est Ouais, seulement c'est ça soit que les plus jeunes ou les plus vieux là, qui sont ouais, analphabètes. Non, c'est dans toutes les tranches d'âge qu'on en retrouve. C'est possible d'avoir terminé ses études et d'être considéré comme étant illettré là, fonctionnel là, quand même. OK. Genre un DEP en mécanique ou ce genre d'affaires-là, que tu fais juste lire des morceaux de char, fait que tu n'as jamais vraiment comme de grosses phrases, fait que ça pourrait être un diplôme d'études ou être itéré. Oui, donc tu sais, les filières courtes, comme Voilà. justement les DEP, les attestations ou encore le décrochage, hein, parce que ça peut OK. arriver aussi en fin du secondaire que Puis des j'ai jeunes vont peut-être décrocher. une autre question par rapport à ça. Tu as dit 50% au Québec. Est-ce qu'on est comme en train d'être inquiet pour notre province? Est-ce qu'on est particulier par rapport à ce qu'il y a autour? Ben, en fait, il y a deux choses. Premièrement, c'est une amélioration, hein, mais, on va voir le positif. C'était à 53 avant. OK. Donc, on essaie d'améliorer légèrement. Il reste beaucoup de chemin à faire. C'est quand même catastrophique. Je pense que si on regarde un peu les coûts qui sont reliés à l'analphabétisme au Québec, bon, ça a été calculé au niveau du PIB, là, mais bon, on parle de 4,9 milliards de dollars de perdus, là. Oh, tabarnak, hein? Parce que bon, ça a un impact sur le fonctionnement des gens dans la société, donc ils vont avoir besoin de plus de services nécessairement, mais aussi sur le fait que ces gens-là vont avoir de la difficulté à trouver un travail Ouais. qualifié, avec la montée finalement de la technologie. Donc, de plus en plus, on a besoin de gens qui sont qualifiés et capables de lire des contenus, des textes qui sont complexes aussi. Puis souvent aussi, C'est une ces personnes-là, je veux dire, c'est plus facile de développer comme je dirais, des handicaps sociaux, comme des anxiétés par rapport à certaines visites que n'importe qui de plus à l'aise avec les phrases pour être capable de prendre un rendez-vous chez le notaire ou ce genre d'affaires-là, ça peut devenir une Exactement. source d'anxiété qui ont toutes sortes de répercussions on the side. Ça peut être aussi simple que de lire une posologie sur une médication. Voilà. Ça peut être complexe, Répercussions. imagine. Ouais. OK. Question pour toi, Tommy. Oui. Excuse-moi. Ben, Non, l'autre, mais oui, c'est ça, l'autre Tommy, mais c'est parce que, tu sais, dans les niveaux, puis là, moi, je ne connais pas la réponse pour ça, mais on entend aussi parler depuis un moment de la littératie scientifique. C'est-à-dire qu'on peut être capable, tu sais, de lire une marche à suivre, une posologie et compagnie, mais là aussi, pour comprendre, tu sais, les aspects un peu plus scientifiques, ça prend un autre background aussi. Fait que je ne sais pas, toi, si tu avais des infos là-dessus dans soit ton barème ou quoi que ce soit. Lorsqu'on entre vraiment dans des contenus plus spécialisés, comme la littératie scientifique, on associe souvent ça au niveau 4 et 5 de la littératie. Donc, une personne qui est rendue au niveau 4 et 5 est capable de comprendre d'une quantité plus grande de données nécessairement, est capable de faire des liens plus facilement entre les différents textes qu'il a relus, mais est capable de lire des textes qui sont plus complexes aussi. Et souvent être capable donc d'aller chercher des textes qui sont complexes, mais pas seulement de les lire et de les comprendre, mais aussi de porter un regard critique sur ce qu'il est en train de lire. Donc, ça veut dire être capable de comprendre la méthodologie qui est sous-jacente au texte scientifique. Ça veut dire aussi être capable de poser des pour et des contre des résultats selon leur validité, selon, bref, la fidélité des études et tout ça, et de les comparer avec d'autres études aussi. Ouais. Mais là, on parle que c'est seulement 10% de la population environ qui serait capable d'atteindre ce niveau-là. On s'entend que ça devient assez spécialisé. Le pharmacien avait fait un bel article là-dessus aussi. Oui. Il mentionnait que les cours d'itération scientifique, c'était quand même. Il en manquait, selon lui. Et c'est sûr que être scientifique, donc avoir un diplôme même de doctorat, ce n'est pas garant de l'atteinte d'un niveau élevé de littératie. Ça, c'est une première chose que tu nommes, que le pharmacien a nommé aussi. Donc, les cours, ça dépend de combien de cours de méthodologie et si la personne aussi a investi finalement ce travail-là, d'essayer de comprendre les articles scientifiques, s'il s'est entraîné à faire ce travail-là. Et un autre aspect peut-être qui semble peut-être moins aller de soi, c'est qu'on peut très bien atteindre un niveau élevé dans un domaine spécialisé. Ça ne veut pas dire qu'on l'est partout. Ouais. Et une autre chose, si on ne s'entraîne pas, on peut perdre des niveaux. Ouais. Et c'est deux manières après ça de baisser sa garde puis de transformer son opinion en quelque chose qui vaut plus que ce qu'elle vaut réellement.
Oui, Exactement. la science change constamment, puis on va en parler tantôt, mais ce qui est vrai à un moment sera peut-être plus tant vrai après parce qu'on a des nouvelles manières d'approcher la situation, de mesurer un phénomène. Puis, il faut se mettre à jour constamment. C'est vraiment un bon point. Ça. On peut en perdre, puis il faut avoir l'humilité de se dire aussi, ben là, je suis plus là, je suis plus dans la game. Bam! C'est encore mon mot préféré. Humilité. That's the word. All right. OK, on continue, Tommy. Donc, ça fait ça. Considérant la problématique actuellement, puis pourquoi je fais ce pont-là avec le doute, c'est que ce qu'on peut constater aussi dans la société actuellement, c'est une tendance à être très critique, à la fois des gouvernements et de la science et des experts, et à raison. Hein. Parfois, c'est très bien d'avoir un bon doute, puis de ne pas croire sur parole n'importe quoi, n'importe comment. Donc, c'est une bonne attitude d'avoir un doute. Puis que la plupart de la population est capable d'avoir ce doute-là, c'est quand même intéressant. Le problème, c'est qu'on voit aussi que la majorité des gens qui commencent à douter souvent de la science ont tendance, malheureusement, s'ils n'ont pas un moyen pour s'assurer de contrevalider l'information, ben, on les voit facilement tomber du côté de la conspiration ou des croyances erronées. Donc, le doute, qui est une bonne attitude, est aussi à cheval sur la croyance des fois. Donc, on peut facilement tomber dans comment je dirais, des pièges cognitifs, pour nous emmener du côté de la croyance qui va valider nos croyances finalement. Donc, il y a certaines théories qui vont aller dans le sens de ce qu'on pense et qui vont douter aussi des mêmes choses que nous. Et ben, finalement, on tombe un peu dans le piège du tout ou rien. Si j'ai une idée que finalement des scientifiques sont contrôlés ou quoi que ce soit, ou que la qualité de la science n'est pas bonne, mais plutôt que d'aller chercher à valider cette information-là, cette croyance-là, par des recherches, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tomber dans complètement l'inverse et dire que c'est complètement pas bon. Donc, il n'y a pas de C'est demi-mesure. une affaire de billets de confirmation à ce moment-là. C'est-tu approprié de mentionner ça là? Ben, le biais de confirmation, c'est effectivement un biais qui est possible à ce moment-là, qui nous fait pencher dans la balance, mais il y a d'autres choses. Ça peut être aussi sur l'influence de personnes dans notre entourage qui, elles aussi, croient la même chose que nous, qui essaient de nous influencer dans cette direction-là, qui va poster des informations qui ne sont pas vérifiées, mais, bon, comme tu mentionnes, qui tombent dans le biais de confirmation, effectivement. Et le fait de ne pas avoir la capacité de vérifier les informations. Donc, nous amène à tomber plus facilement dans le domaine de l'opinion et donc d'aller chercher à confirmer. Ce qui montre un petit peu une façon de concevoir la vérité qui est complètement différente de ce que la méthode scientifique propose, en fait. Hein, quand on tombe dans l'opinion, souvent, on est dans cette vision que ce qui est vrai, c'est ce qui se confirme à mes yeux plusieurs fois. Donc, si je vois une information plusieurs fois, et que ben, finalement, par effet de chambre à écho, je ne vois que cette information-là plusieurs fois et que les informations contradictoires ne sont pas prises en compte, ben, je vais penser que c'est la vérité. Biais de répétition, C'est un qui, biais de qui- qui est répétition. exactement ça. Puis il y a le biais de disponibilité qui peut être en jeu. C'est la première info disponible est répétée. Rajoute à ça un petit peu de biais pour prendre au groupe. Genre, c'est ma gang qui le dit, ça doit être bon. Ouais, ouais. Tu peux avoir un beau cocktail. Là. Puis encore là, il n'y a pas d'absolu dans les biais. C'est tous ceux qu'on a mentionnés peuvent être en Ouais, jeu ou c'est pas tout du tout. chevauché. C'est Ouais. C'est un sacré cocktail, là. Fait que dans le fond, le doute, c'est comme une porte d'entrée vers une réflexion qui peut rapidement comme changer de direction, qui peut rapidement amener quelqu'un peut-être à une place qu'il ne pensait pas aller, mais qui peut aussi amener quelqu'un exactement à l'endroit où il voulait aller au départ. Exactement. On peut prendre la voie de service et aller un petit peu trop loin, là, puis pas prendre la bonne sortie. Là. Ouais. Donc, le doute peut être dangereux finalement. Si on n'est pas armé, si on n'a pas les capacités finalement de mettre notre réflexion sur pause aussi. Hein? Ah, j'aime ça, ça. Ben oui, parce que là, si on reconnaît qu'il y a des aléas au doute, à un moment donné, il faut comme se former à bien douter, apprendre à bien Mhm. douter. Et Et il faut apprendre aussi, j'aime ça que tu mentionnes, mettre sa réflexion sur pause. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. De non, juste c'est puncher très out, complexe. penser à rien, ça peut souvent comme mettre la chambre à écho sur pause, ça peut mettre le billet de confirmation sur le burner d'en arrière. Fait que là,
c'est une manière aussi de réaborder une question avec un surcroît d'objectivité, peut-être de peser pause. Moi, j'aime ça, j'y aurais pas pensé. T'es Parce que bon, t'es bon. Toi. une chose est sûre, c'est quand on doute, on ne peut pas douter unidirectionnellement. Ça ne peut pas être un doute qui est toujours focusé sur une même chose. Le doute, c'est bidirectionnel. Il faut douter de soi-même aussi. Il faut douter de son propre doute, des fois. Ah, surtout. Et je vais laisser la parole à Maxime qui va nous expliquer justement comment que la méthode scientifique fonctionne, hein, puis comment la science elle-même en arrive à s'élaborer justement sur cette idée que finalement, les vérités, il faut chercher non pas à les confirmer, mais à les infirmer. Ça les rend plus solides. Voilà. Si un concept répond à une question, le concept est aussi fort que la question qui vient de répondre. Minimum. Go, Maxime. Ben, c'est ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Tommy, parce que dans les modes de pensée, puis les auteurs comme Kahneman et Tversky qui ont été à la source, si on veut, là, du concept de biais, ou c'était ceux là, qui l'ont mis de l'avant en premier, tu disais, ben, il y a comme deux manières là, de penser. Puis la première pensée, la pensée 1, c'est qu'on a besoin de raccourcis. Tu sais, dans notre tête, des raccourcis de pensée, c'est ce que les autres appelaient les heuristiques. Mais l'idée, c'est que tantôt, tu parlais de prendre une sortie sur la route. Ben, tu sais, si tu es en train de calculer à tout moment puis réfléchir intensément sur toutes les informations que tu vois dans ton auto, tu vas te planter, il y a quelque chose que tu vas manquer ta sortie. Fait que les automatismes sont importants pour notre survie. C'est juste que des fois, on fait des erreurs. Puis si on est trop sur notre pilote automatique, ou comme tu dis, si on va aller douter d'une manière unidirectionnelle, ben, on risque de ne pas avoir des bons résultats. Puis c'est ça, les biais. Mais aller réfléchir davantage, c'est pas évident. Ça s'entraîne, puis il y a plein de manières de le faire en essayant d'observer nos propres pensées. Ça peut être de vérifier avec des autres. Fait que là, sur ton invitation, Tommy, si on va parler un peu plus de la méthode scientifique ou de comment commencer à s'entraîner, à bien douter, ben, moi, ce que j'avais pour vous ce soir, c'est peut-être justement de parler du processus, que la méthode scientifique fonctionne, puis pourquoi aussi quand c'est bien fait, c'est pourquoi douter de la méthode scientifique en tant que telle? C'est peut-être plus des résultats qu'on peut douter. Puis finalement, on pourrait jaser après de quelques étapes ou quelques, je ne sais pas, moi, points de repère sur comment on peut douter plus sainement. Fait que si je reviens là, sur des trucs qu'on a dit précédemment, la première chose, je pense, le premier drapeau rouge qu'on est peut-être là en train là, de faire faux bond ou qu'on est en proie à de la désinformation, c'est quand quelqu'un ou quelque chose à quelque part prétend nous donner une vérité, mais une vérité qui est absolue. Ou la bonne vieille vérité, comme tu dis, Tommy. Ça, c'est le premier red flag. Parce que ce que la science va te dire, c'est qu'il n'y en a pas nécessairement de vérité absolue. Ce qu'on est en train de mesurer ou de mettre de l'avant actuellement, c'est l'information qui est accessible à l'aide de nos outils et de nos méthodes actuelles. Il n'y a rien qui nous dit que si on n'a pas réussi à prouver un phénomène ou qu'on n'a pas réussi à le trouver, qu'on n'y arrivera pas dans le futur. Fait que déjà là, à la base, une personne qui prend la méthode scientifique sérieusement, puis là, je ne veux pas embarquer dans des débats, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas vraiment à prouver actuellement, comme l'existence d'êtres supérieurs, ou on peut y aller à la blague, là, des extraterrestres, puis de la Fédération galactique, ou peu importe. Mais quelqu'un qui choisit d'aller vers la méthode scientifique va peut-être tout simplement dire, ben, je ne sais pas, je ne peux pas le prouver, mais ça se peut. Il n'y aura pas d'absolu comme quoi que ça n'existe pas. C'est plus, si je ne peux pas vraiment aller mieux le comprendre, je ne m'en occuperai pas, du moins pour l'instant. Ça, c'est de peser pause sur sa réflexion, puis c'est d'accepter humblement ne pas avoir toutes les informations pour statuer. Genre. Exact. C'est une posture qui est, comment on pourrait dire ça, plus difficile à garder parce qu'elle ne donne pas de certitude. Je m'en allais là. C'est une posture d'incertitude. C'est anxiogène un petit peu, hein, avoir c'est ça. Par rapport à un concept aussi gros aussi. Parce que si la Fédération galactique est là, elle pourrait avoir de fortes répercussions sur notre vie. Mais si, mettons, il y a des roches oranges sur la Lune, puis on ne le sait pas, ben, ça n'aurait pas beaucoup d'impact sur notre vie. Fait que c'est beaucoup moins anxiogène. Fait que c'est beaucoup plus facile de peser pause sur notre réflexion là-dessus.
C'est un bon point. Mais tu sais, en gros, pour mon premier petit bout, là, ce que je veux dire, là, c'est que douter, c'est difficile. Puis on en a parlé précédemment. Notre cerveau est calibré ou framé pour qu'on puisse survivre. Puis quand on est en situation de doute, ben, c'est plus dangereux. C'est pour ça que notre cerveau a pu développer des raccourcis, des manières de réduire le doute le plus possible pour qu'on soit capable de survivre davantage. Ça, on en a parlé là, précédemment. Fait que, tu sais, déjà, là, une personne qui s'entraîne à la pensée scientifique, c'est quelqu'un qui va un peu au contraire de notre tendance, justement, à éliminer le doute. Puis, comme je vous ai déjà aussi dit, pour toute situation complexe, il y a une solution qui est simple et elle est mauvaise. On avait parlé du pendule de Foucault précédemment. Ben, c'est ça, notre vie est complexe et pleine de gris. Fait que dès qu'on arrive là, avec la vérité, puis qui est absolue, ça, OK, là, ça ne marche pas. C'est de faire une proposition nouvelle, intéressante, ça va. Mais là, ce qu'on veut faire avec la science, c'est d'aller mettre à l'épreuve cette nouvelle théorie-là avec un jeu d'hypothèses, puis c'est là que je m'en vais. Mais au-delà d'avoir testé le jeu d'hypothèses une fois ou d'avoir testé notre nouveau phénomène, notre nouvelle connaissance, il faut être capable de répliquer ça après. Parce que c'est arrivé aussi des scientifiques qui ont trouvé quelque chose une fois. Puis ça, par exemple, là, dans l'histoire de l'homéopathie, là, où j'oublie le nom là, du chercheur qui avait mis ça de l'avant, qui avait eu l'impression avec son microscope d'avoir vu un certain mouvement dans les molécules d'eau diluées, la fameuse mémoire de l'eau. OK. Ben, c'était légitime, lui, qui ait vu ça. Mais il n'y a personne qui a jamais réussi à le répliquer. Fait que c'était super intéressant, puis ça l'a amené de la recherche, mais si on n'arrive pas à le répliquer, c'est qu'il faut peut-être laisser de côté, ou le gars, il avait raison, puis on n'est juste pas encore capable de le prouver. Ouais, Bref. en même temps, si on se dit ça a l'air d'être comme un appareil mécanique qui lui a permis cette observation-là, puis c'est sûr que les microscopes sont rendus beaucoup meilleurs de nos jours. Fait que tranquillement, pas vite, mettons, moi je t'écoute, c'est moi qui parle, c'est pas vous autres, mais tu sais, je me dis, la conclusion de ce monsieur-là me semble de plus en plus improbable. Si en améliorant nos outils, on n'est encore pas capable de répliquer, ça peut être juste qu'il y avait un petit tremblement de terre chez eux, puis qu'il ne le sentait pas, ou que sa chaise grinçait. Mais voilà, excuse-moi, je t'écoute. Non, tu t'en vas super bien vers mon prochain point. C'est parce que tu as tout à fait raison. C'est que l'idée, c'est que lui, peut-être qu'il est victime d'une erreur de mesure. Puis, au fur et à mesure où les gens essayent de répliquer puis ils ne réussissent pas, ben, on réduit la possibilité de l'existence de ce phénomène-là en ayant toujours un petit doute qu'on s'est trompé. Fait que là où j'arrive, là, c'est que le jeu d'hypothèse, dans le fond, ça nous vient d'un auteur qu'on appelle Karl Popper, puis je vous laisserai des liens là, par rapport à ça. Puis c'est la manière qu'on veut tester nos hypothèses, les phénomènes qu'on veut étudier ou quoi que ce soit. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin, par nos observations, généralement, de mettre une théorie. On émet une théorie, par exemple, il existe un lien entre deux variables ou les extraterrestres existent ou peu importe. Là, il y a des bombes atomiques cachées à tel endroit. Bon, quelque chose qu'on cherche. Ça, c'est notre hypothèse, une hypothèse alternative. Puis, ce qu'on doit toujours mettre en opposition, c'est notre hypothèse nulle. Ça, c'est que ma nouvelle théorie n'est pas valide, ça ne fonctionne pas. Fait que si je disais il y a un lien entre deux variables, ben, mon hypothèse nulle, c'est que le lien n'existe pas. Fait que donc, ce qu'on veut faire... Déjà, ça aussi, ça, c'est important. Là. Il y a beaucoup de monde qui... ton hypothèse nulle, j'aime ça. C'est une très bonne hygiène à appliquer à toutes les fois qu'on fait face à ça. Ça me fait beaucoup penser à quand Tommy, tantôt, il a dit pèse et pause sur une réflexion. Là, c'est important. J'ai l'impression que j'ai pas assez entendu ça dans ma vie. Fait que merci. Ben, puis les hypothèses, il y en a plusieurs types. On peut essayer de se dire, par exemple, il y a une différence entre deux types de personnes. En psychologie, on fait beaucoup ça. Donc, l'hypothèse nulle, c'est que finalement, il n'y en a pas de différence. On ne fera pas de discrimination là-dessus ou on ne prendra pas de décision. C'est similaire pour tout le monde. Et ainsi de suite. Donc, on peut chercher des liens, on peut chercher des différences, bon. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus. C'est que ce qui est super important, c'est qu'on amène une théorie, puis ça prend toujours son hypothèse nulle. Okay. Puis l'idée derrière ça, pour y aller, là, pas trop, je veux pas, on ne passera pas en 45 heures là-dessus, mais
le jeu d'hypothèse, la manière que ça fonctionne, c'est que si on rejette l'hypothèse nulle, ça veut dire que notre théorie est potentiellement vraie. Donc, on vient une fois de la mesurer, mais n'oublions pas qu'on a toujours une possibilité de se tromper. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi qu'en science, c'est que même quand on mesure quelque chose, on garde toujours en arrière de la tête qu'on s'est peut-être trompé. Fait que c'est là l'importance de répliquer. Puis même, dites-vous qu'il y en a qui peuvent répliquer pas mal de fois puis se tromper toute la gang parce qu'ils ont tous fait la même affaire. Ouais. Fait que quelqu'un qui me dirait comment ça, tu viens, comme scientifique, tu viens dire que tu as obtenu un nouveau phénomène ou une vérité, je vais dire, ben, on s'en approche. Tu sais, je ne peux pas dire que c'est absolument la vérité, je ne serai jamais capable. Puis ça, c'est anxiogène. Puis là où je veux juste finir ce petit bout-là, c'est que si jamais tu dois accepter ton hypothèse nulle, ça veut dire que tu penses que ta théorie n'est pas valide. Donc, tu fais ça, tu te dis, OK, le phénomène n'a pas l'air d'exister, mais il te sera jamais possible, donc, mais il est impossible de vérifier que ton phénomène n'existe pas. Dans le fond, la méthode scientifique là, ne peut jamais prouver que quelque chose n'existe pas. Ça fait juste dire que tu ne l'as pas encore trouvé. J'aime ça. Puis comme tu as dit tantôt, Tommy, ben là, un moment donné, là, quand on a essayé de toutes les façons, ben peut-être que ça n'existe pas ou on n'y a pas accès. Puis si on prend exemple là, avec la physique quantique, la possibilité de voir des nouvelles particules, nanoparticules, l'état de ces particules-là, il y a quelques centaines d'années, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Donc, on ne sait pas ce que le futur va nous amener. Donc, les taux vibratoires et ces trucs-là, ben, ça existe-tu? Moi, comme scientifique, ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas accès à ça. C'est ça. Donc, mais je ne peux pas dire que ça n'existe pas, par contre. Non, effectivement. Mais viens pas me prouver que ça marche. Non. Ben, on ne peut pas le savoir pour l'instant. Tu vois un peu une idée? Ça va prendre quand même plusieurs réplicationnages de l'expérience pour qu'on change le paradigme de peut-être que ça existe à ça marche sur tout le monde, c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas si tu en allais vers ça aussi, Maxime, mais je pense que pour ce qui est de la vérification justement de l'hypothèse nulle, là, il y a quelque chose qui doit être essentiellement mis de l'avant là, pour que ça puisse fonctionner, c'est qu'il faut que l'hypothèse, la formulation des hypothèses repose sur un critère de réfutabilité, qui appelle aussi en science. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses qui sont dans leur formulation non vérifiables, donc qui ne sont pas scientifiques. Par exemple, si je vous dis demain, il va peut-être pleuvoir, bien, je ne peux pas utiliser ça comme hypothèse scientifique parce que ça peut être vrai ou pas vrai, puis dans les deux cas, l'hypothèse a raison. Donc, une hypothèse qui est fondée sur finalement l'impossibilité de prouver qu'elle est fausse ou qu'elle est non vraie. On devrait dire non vraie, parce qu'on ne dit jamais faux ou vrai. On dit elle est probablement vraie ou elle est non vraie. Okay. Dans ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut pas faire l'expérience, on ne peut pas valider, on ne peut pas vérifier. Et c'est souvent le cas avec les théories du complot, justement. Ça repose souvent sur des théories qui ne sont pas réfutables. Ouais. Parce que si, par exemple, on prend le cas d'une prophétie qui devrait se réaliser le 4 mars. Par exemple. Et pour que ce soit réfutable, il faut accepter à ce moment-là que si ça ne survient pas à ce moment-là, donc ma théorie est fausse. Et ce qu'on voit souvent arriver, c'est que la prophétie ne se réalise pas et la personne continue d'y croire parce qu'elle va modifier sa théorie en fonction des nouvelles données. Ouais. Donc, elle va intégrer ce nouvel élément-là qui va devenir quelque chose qui était finalement prévisible a posteriori. Et on va seulement reformuler l'hypothèse pour qu'éventuellement, on espère qu'elle se confirme. Donc, à ce moment-là... Ça, c'est particulier parce qu'à la place de douter sur la validité de l'hypothèse, la personne remet en doute son processus, mais pas la finalité du processus. Genre, c'est quand même assez particulier. Et là, on a un exemple de doute qui a déraillé parce que... Oui, exactement. Quand la vérité ne fonctionne pas... Une seule partie de l'équation, ça ne peut pas être ça. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis là, Tommy, parce que, comme je disais tout à l'heure, on passe plusieurs séances là, au bac, au doctorat, pour commencer à explorer ce jeu d'hypothèses-là, de comprendre comment on va confirmer, infirmer les hypothèses nulles, les hypothèses alternatives. Puis, c'est une gymnastique mentale qui est compliquée. Mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je disais au début, que
pourquoi douter du processus de la science? Parce que ce processus-là, à la base, va justement te dire que il faut toujours continuer de réfléchir puis de se questionner pour arriver à un peu plus, mais on peut se tromper. Chose que les charlatans ou les gourous vont pas nécessairement avouer, ou comme quand tu parles d'humilité. Puis le point que je trouvais intéressant, là, je suis en train de l'oublier, tu disais, Tommy, ça va avoir l'air fou, mais qu'est-ce que tu venais juste de dire, Tommy? C'était... Tu Lequel? parlais de processus de réfutabilité ou après? Oui, c'est ça, c'était juste après. Bon. Donc, je parlais de quand la vérité arrive puis qu'elle contredit finalement notre hypothèse. Donc, on Oui, a une c'est ça, observation qui exactement. contredit. Ouais, ouais, ouais. Bon, on fait ça à la bonne franquette. Non, l'idée, c'était que justement, on peut faire un peu la même chose avec des recherches scientifiques. C'est que si on n'arrive pas à trouver, on va essayer de juste reformuler notre hypothèse pour que finalement, on ait une découverte. Puis ça, il y a un mécanisme qui est mis de l'avant depuis plusieurs années, qui est beaucoup plus populaire pour éviter que des chercheurs fassent ça. C'est que pour les recherches qui vont être très sérieuses, très importantes, notamment en sciences de la santé, en médecine, on va demander aux chercheurs de préenregistrer leur hypothèse. Fait que si ça ne fonctionne pas, ils ne pourront pas aller la modifier pour dire finalement, ça passe par la bande. Il n'y a rien qui empêche, après avoir préenregistré une hypothèse, d'en faire une nouvelle puis de la modifier. Mais là, on n'est pas malhonnête intellectuellement au moment où on fait ça. On fait juste continuer. Ouais. Donc, ça, c'est une possibilité, ce que je vous dis là. Parce que quand ils disent, il y a des chercheurs qui vont faire, quand il y a des gens qui disent les chercheurs vont faire mentir leurs chiffres, comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Mais on cherche à mettre des mécanismes pour réduire cet effet-là. Et puis également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a une carrière académique, si elle se fait prendre à fausser une étude, un papier ou quoi que ce soit, c'est terminé. On te retire tout ce que tu as. Puis, on nommera pas de nom aujourd'hui, mais c'est arrivé là, à des collègues, à des professeurs que faire une erreur, c'est correct. Mais quand on se rend compte que tu en as fait une puis tu l'as camouflé, il y a des gens qui retirent leur papier en disant je me suis trompé, puis c'est correct, tes 300 autres papiers sont encore bons. Mais si on te pogne là, à faire là, de la falsification d'hypothèses, à modifier des données pour avoir le prestige c'est que rétroactif. de rentrer des articles puis tout le kit, c'est que tu perds tout. Là. C'est fini. Ouais, là. c'est Fait rétroactif. après ça, va-t'en dans la gang des pseudosciences parce que tu as été trop loin malheureusement. Tu deviens coach de vie. C'est l'étape après. Ouais. Il y a de très bons coachs de vie, là, Tommy. Il ne faut pas tout mettre dans un même panier non plus. Moi, je me suis mis d'accord pour dire qu'il y a des très bons coachs. Puis, OK, on peut s'entendre là-dessus aussi. Quand tu deviens un coach de vie, d'habitude, c'est là que c'est un petit peu plus difficile. On souhaite une excellente journée à tous les coachs de vie. Mais voilà de quoi qu'on parle. Là, je pense que je tiens juste à dire, si jamais ça vous intéresse, ceux qui nous écoutent, là, de parler davantage là, de la base de la méthode scientifique ou quoi que ce soit, on va mettre quelques liens, puis vous pourrez nous le dire dans les commentaires si vous voulez y revenir. Mais là, je voulais rendre ça un peu plus concret aussi, puis vous questionner un peu sur ça pourrait être quoi des pistes ou une marche à suivre pour douter. Donc, c'est quoi les premiers pas qu'on peut faire là, pour douter sainement là, d'une information? Puis là, je suis certain là, que vous avez là, des bonnes idées là-dessus. Puis, pour faire la boucle avec ce que Tommy, Colin Vallée disait au début, c'est que si, par exemple, tu sens que tu n'as pas nécessairement une littératie super avancée, puis tu sais, c'est correct, là, il y a des gens qui ne passent pas leur vie là, à lire des textes ou des textes scientifiques, bien, il y a de l'information qui passe par vidéo, n'oubliez pas. Donc, on peut aussi commencer à essayer d'aiguiser notre muscle à douter pour pouvoir questionner ce qu'on voit sur YouTube, sur les différentes plateformes. Puis ça, c'est quelque chose que, un des liens qu'on va vous laisser, qui vient des décrypteurs, là, le groupe de journalistes de Radio-Canada, ils en ont proposé des trucs pour aider les gens à douter de certaines vidéos. Puis, je vais vous proposer aussi un lien ils appellent ça le Handbook du Debunking 2020, une belle brochette là, de chercheurs là, qui ont mis ensemble différents aspects de comment on peut reconnaître des fausses nouvelles, de la désinformation, c'est quoi les effets
de quand tu peux essayer de faire un debunking. On avait parlé là, de l'effet boomerang ou backlash là, précédemment dans un autre épisode. Ben, ces chercheurs-là en parlent aussi. Fait que ça, si vous voulez aller plus loin, tout le monde, après, ben, on va vous donner quelques sources. Mais là, si on commence, là, si je vous lançais ça, là, tous les deux, là, je vous envoie un texte là, ou une vidéo. Ça pourrait être quoi les caractéristiques de cette information-là qu'on va regarder pour se poser des questions? Qu'est-ce qu'on surveille? Ouais, vite, de même, je dirais l'auteur, tiens. Ouais. OK. Ben, l'auteur, c'est bon. Fait que toi, Tommy Godette, tu dis ouais. Fait qu'est-ce que tu regardes à propos de l'auteur? Sur quoi tu te poses des questions? Son background académique, ce qu'il a fait autour aussi. C'est souvent assez facile de voir les accolades de ses pairs aussi, hein. Il y a du journalisme d'enquête qui est plus respecté que d'autres. Il y a des gens qui ne peuvent plus prétendre à l'objectivité aussi dans certaines de leurs publications, comme, mettons, Michael Moore, de prendre tout ce qui va sortir, même si moi, je suis très d'accord avec beaucoup de ses positions. Mettons, si je prends ça pour du cash, sans me poser plus de questions, ben, j'oublie le fait qu'il a souvent comme travaillé la vérité pour mieux paraître dans ses films du passé. Ouais, je dirais que le caractère du responsable de l'existence de l'œuvre que tu me présentes serait une information primordiale. OK. Ben, déjà là, exact. Ben, première chose, c'est que quand un auteur est anonyme, on peut déjà se poser des questions. Parce que de mettre ton nom sur une information, ça ajoute un peu d'imputabilité. Après ça, pour ceux qui nous écoutent puis qui doutent vraiment beaucoup, des lanceurs d'alerte là, qui ont dû rester anonymes parce qu'ils dénoncent quelque chose de vraiment pas correct, là, ça se peut. Mais ça n'arrive pas tout le temps, par exemple. C'est très, très rare. De plus en plus rare. En plus, c'est rendu des super vedettes internationales. Oui, exact. Mais là, quand on parle de c'est qui l'auteur, ben, tu l'as bien mentionné, c'est quoi le background de cette personne? Cette personne-là, est-ce qu'elle prend 50 heures de sa semaine pour approfondir un phénomène? Est-ce que cet auteur-là aussi, tu sais, si c'est quelqu'un comment dire, il y en a des personnes qui vont juste vouloir être critiques, proposer une question, une idée, mais ils ne vont pas dire qu'ils ont nécessairement raison. Déjà là, OK, c'est intéressant. Mais quand quelqu'un veut prétendre qu'une information est vraie, oui, on va regarder là, c'est qui cette personne-là. Puis tantôt, tu as ajouté, Tommy, à qui elle s'affilie. Fait que ça, un des points que j'amène, c'est le contexte. Mais, fait, comment dire, le contexte, ça peut être bien des choses. C'est avec qui cette personne-là, elle était. Elle le dit dans le contexte de quelle activité ou quel document. Fait que, par exemple, je pourrais nommer, moi, une vérité, puis je dis Godette 2020. Ça semble super beau, j'ai donné une référence. Mais si on apprend que c'est tiré des actes de colloque de la Fédération galactique qui ont eu sur les ondes de transposition d'Arturia, ben là, c'est peut-être une autre game, là. Mais après ça, si tu te dis, bon, ben, cette personne-là. Non, mais si on dit Godette 2020, puis, je ne sais pas, moi, là, ça vient d'un colloque, un colloque en lien, mettons, avec excusez-moi, là, un département des médias à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis là, OK, là, lui, il a parlé de 5 doutes par rapport à la consommation de médias, OK. Puis là, ben, on essaye de voir c'est quoi cette gang-là, la gang de l'UQAT, ce département-là en lien avec les médias. Fait que là, on est capable d'aller voir, bon, mais c'est qui va backer cette information-là? C'est qui est prêt à mettre son nom sur le bio là, pour avoir mis ça de l'avant? Fait que quand on a une source qui est crédible, on est généralement plus capable d'aller voir, bon, ben, c'est qui va diriger ça? C'est qui va chercher à avoir un peu plus, de rendre l'information davantage saine? C'est qui, par exemple, le conseil d'administration de cette organisation-là? Fait que, bref, on est capable d'aller voir une adresse, des administrateurs. Il y a un peu plus d'imputabilité. Puis là où je veux faire une espèce de sidestep, c'est qu'en science, il y en a des sources douteuses. Par exemple, on va les appeler les revues prédatrices. Tu sais, c'est que, imaginez là, qu'on a un journal scientifique là, très correct, là, Academy of Management, change une lettre dans le titre, puis il fait un site qui ressemble vraiment beaucoup, puis offre là, de publier des articles scientifiques à rabais. On n'est plus dans le même game. Là. Fait que, ouais, c'est possible, là, mais quand on va aller vérifier d'où ça vient, ça peut être vraiment intéressant. Oui, je comprends. Puis là,
veux pas, peu importe comment le processus est géré, puis adulte, puis réfléchi, il y a tout le temps, à un moment donné, quelqu'un qui peut essayer de monétiser ça avec de la mauvaise intention. Là. Exact. Voilà, hein, le doute vient justement créer peut-être une protection contre ces personnes-là qui essayent de monétiser des concepts que dans un monde idéal, on n'aurait pas à avoir peur de information, in management avec un S, parce qu'il n'y a personne qui aurait essayé de faire chier information in management, pas de S qui est comme Ouais. reconnu. Ouais, ouais, Voilà. Je Ben, dirais juste pour ouais, ajouter là-dessus, Maxime, tu sais, on a mentionné tout à l'heure en science, c'est un processus social, la science. Puis voilà. les scientifiques, ce n'est pas un groupe homogène qui travaille ensemble pour publier des affaires, pour contrôler le monde. On est tous un peu en compétition, en fait, hein. Puis un des mécanismes qu'on s'est mis en place, justement, pour s'assurer que c'est valide ce qu'on fait, ça s'appelle du peer reviewing. Donc, quand on publie un article, il n'est pas accepté automatiquement. Il y a d'autres scientifiques, donc d'autres experts qui vont lire, qui vont critiquer finalement notre travail pour s'assurer que finalement toutes les étapes sont respectées, que la méthodologie est bonne, que les hypothèses sont donc Puis ils ne te sont bien connaissent pas. fondées. Et ils ne te connaissent pas, c'est souvent en double aveugle. Donc, les gens, ils ne savent pas c'est qui a écrit, puis ça se fait comme ça pour justement éviter le plus de biais possible. Donc, les revues prédatrices, elles, sont louches parce que, justement, n'ont pas ce processus-là. Donc, ils te Tu disent, passes ah, direct. nous, tu passes direct, c'est publié, puis voilà, tu as de l'exposure. ouais, Donc, aussi, ouais. en tant que scientifique, on doit faire attention nous-mêmes à ne pas tomber dans ces panneaux-là. Donc, on n'est pas. Les scientifiques, ce n'est pas des gens qui sont meilleurs que les autres. Ce sont des humains comme les autres qui utilisent des outils, ont des méthodes pour faire leur travail, mais c'est sûr que ce n'est pas parfait. Ben non, ben non. Puis ça me fait penser aussi à un aspect que je considère comme primordial quand vient le temps de peut-être déceler quelqu'un qui est mal intentionné ou qui a peut-être des mauvaises intentions. C'est la même affaire que je viens de dire, là, mais tout ça pour ne pas dire gourou conspi entre guillemets, là, mais souvent ces personnes-là ne se rétractent jamais. C'est un journal sérieux, peu importe comment bien informé, peu importe comment tu es assis sur des experts, il y a une erreur qui va arriver à un moment donné. Et les publications sérieuses adressent cette erreur-là. Ils disent Oui. on s'excuse, la semaine passée, il y a cette coquille-là qui s'est glissée ou ces affaires-là. Mais les gourous, pour utiliser le mot encore, eux autres, ils font juste comme soit ne plus en parler, ou soit, quand ils l'adressent, c'est parce qu'ils spinent ça d'une manière qu'ils n'ont pas à s'excuser, ils ont juste plus raison, finalement, à la fin de ça. Et Voilà. voilà, je pense que ça nous ramène un petit peu à la vérité absolue aussi de laquelle Maxime parlait au début. Ouais. Ça se peut pas une entité qui a tout le temps raison. Ça n'existe pas. Ben, d'ailleurs, c'est un autre de mes points, mais tu sais, juste avant, par rapport là, à la rétractation, c'est que je pense à un collègue, moi, que, tu sais, puis un excellent chercheur, très, très prolifique, puis des textes pertinents, mais au début de sa carrière, ben, malheureusement, tu sais, il n'a pas fait attention, puis il a publié dans une revue prédatrice. Puis Ah, quand c'est devenu le temps de lui décerner un prix, ben, les gens qui vérifiaient son background se sont rendus compte que, bon, ben, tu as publié dans une revue prédatrice, ben, on ne te donnera pas le prix. Mais c'était un honest mistake. Puis lui, ben, il a tout rétracté ses articles, puis il a pu continuer. Et ça aussi, là, on peut, même si on fait une erreur comme ça, puis que c'est un honest mistake, ça ne met pas fin à une carrière. Là. c'est Fait adressé adulte comme ça et tout. Y a-tu eu son prix finalement? non. Non, bon, Non, ça, c'est la punition. c'est la punition. Ouais. Mais en même temps, il va-tu l'avoir après, potentiellement, C'est ça, parce qu'il c'est ça. continue de travailler. Puis, mais bref, si on y va aussi par rapport à on parlait de réplicabilité, puis le processus social que Tommy parlait, c'est que une vraie vérité. C'est fou, c'est con ce que je dis là, mais une information qui est potentiellement vraie, elle va pouvoir être vérifiable par d'autres sources, puis aussi elle va être basée sur des faits. Basée sur des faits ou basée sur des analyses sérieuses qui sont réplicables. Donc, la conclusion, elle est vérifiable ou réplicable. Puis ça, ces vérités-là, ça va se partager comme une traînée de poudre, dans le sens que c'est important, c'est intéressant. Les gens vont réessayer, vont en parler. Donc, la vérité, comme tu l'appelles, elle est souvent détenue par un groupe select. Puis ça sent bizarre. Pourquoi Effectivement. juste toi, tu l'as?
sais, pourquoi juste toi, tu sais comment aller dans l'intraterre, puis qu'il n'y a Genre, personne d'autre qui est capable d'y aller? il faut que tu t'achètes Explique-moi ma ça. clinique de 20 cours à 100 $ chacun et je vais t'apprendre à faire des voyages dans l'intraterre. Tu vas voir. Exact. Tu vas voir. Là, je ne suis pas en train de dire que, par exemple, il y a des brevets de médicaments, que ça va prendre du temps avant d'être partagé, tout le kit. C'est pas tout parfait ce que je dis là, sauf que ben, l'information est accessible, pareil, et vérifiable. Ouais. Tandis qu'à un autre moment, elle n'est pas. Donc, même chose aussi que pour que tous les journalistes sur la Terre soient payés pour dire la même chose, c'est spécial, ça aussi, cette pensée-là. Mais si l'information part comme une traînée de poudre, puis on la dit toute un peu de la même manière, mais selon un angle relativement différent, on pourrait peut-être se dire que ça a du bon sens, comme ce qui est en train d'arriver actuellement là, sur notre planète, puis en lien avec la pandémie. Ça t'en prendra en maudit des menteurs là, pour que ce soit juste rien du tout. Là. Fait que là, si on y va avec un autre, mettons là, qu'on regarde un message ou une information ou un article, qu'est-ce qu'on pourrait surveiller dans cet article-là? J'aurais deux composantes là, qu'on n'a pas parlé encore. Oh! En plus du contexte et de l'auteur, mettons. Exact. Donc, on aurait deux autres puis avant qu'on finisse. Là. Moi, je dirais les sources. Non, la Ouais. bibliographie. Bon, c'est vrai. Ben, c'est vrai, là, ça on n'en a même pas parlé. Les sources, oui, ça va en faire une troisième. C'est que c'est vrai qu'une personne un auteur qui est crédible, n'hésitera pas à dire qu'est-ce qui l'a inspiré quand c'est de la création ou s'il veut rapporter des faits scientifiques, ben, c'est qui ses sources. C'est comme un peu ce qu'on fait depuis le début, puis on dit qu'on va vous donner des liens, ben, c'est ça l'idée. Moi, je n'ai pas tout inventé ça. Là. Mais Donc, va falloir prendre 20 cours, puis après ça, on va vous donner nos sources. Là. Il y a pas de problème. Fait que ça, les sources, c'est bon. OK, fait que là, il nous en reste deux encore. Hein. Oui, ben si je veux pister sur les images, mettons. Qu'est-ce qui peut être croche avec des images? Ben oui. Des images trop sensationnalistes, retravaillées, des images qui ont été... Je peux aussi reprendre une image d'un autre article ou d'une autre affaire dans un autre contexte puis l'utiliser pour appuyer mon point de vue. Effectivement. Les manifs qui ont 8 gazillions de personnes dedans, là, mais que c'était une manif qui a eu lieu il y a 10 ans, là, on en a vu ça cette année. Hein? Oui, ben oui. Oui. Elle n'était même pas modifiée, celle-là. Non. Mais elle était hors contexte. Oui. Puis, tu sais, quand on veut être démagogue, on veut créer une émotion, on peut se servir de parler tantôt de sensationnalisme. Fait que parfait. Tu sais, les images, on peut faire attention. Puis, tout le monde à la maison, ça, c'est facile de faire un reverse search. Tu sais, on prend une image, puis on utilise Google, puis on demande à Google, peux-tu me trouver combien de fois ça a été partagé? Fait que là, si tu vois l'image à toutes sortes de sauces, puis où tu la vois dans son vrai contexte, oups. Mais si tu vois que c'est à peu près unique, ben OK, celle-là est nouvelle. Es-tu fausse? Je ne le sais pas, mais en tout cas, elle est nouvelle. Puis après ça, il faudrait demander à nos amis informaticiens comment on peut mieux reconnaître là, quelque chose qui est photoshopé ou non. Je ne suis pas bien bon là-dedans. Là. Des fois, c'est évident, là, mais des fois, c'est vraiment bien fait. Oui, effectivement. Alors, en plus, avec les deepfakes, c'est plus juste les images statiques qui peuvent comme devenir questionnables. Ouais. Tu peux de plus en plus faire du porn à Trump. Ouais. Pas grand monde je veux juste préciser que je me dissocie complètement de l'image mentale des gens qui est créée à la suite du commentaire de Tommy. Je m'excuse. Fait que là, je suis en train de dire qu'il en reste un. Ouais, mais je l'ai pas mal spoilé. Mais tu sais, c'est ça. L'agenda, genre, de choisir de parler de telle affaire avant l'autre. Non? Ouais, ben, tu l'as spoilé, vas-y. Peut-être. Ben, je l'ai spoilé là, avant que tu nous amènes là, sur 4chan au lieu de Tour d'Ivoire. Effectivement. La date. La date, quand je parlais là, de la. Tu peux envoyer là, une histoire là, complètement atroce, mais finalement, c'est une vieille nouvelle là, de là, 5 ans où le principe de la manif que je disais tout à l'heure, ben, la photo est vraie, mais c'était une manif là, de là, 10 ans dans une autre ville, puis ça n'a pas rapport. Là. Donc, c'est quand même important aussi de regarder c'est quoi sa source. Puis même chose, c'est pas pour rien qu'on fait attention aussi quand on fait des revues de documentation scientifique. Un chercheur qui a trouvé quelque chose en 1980, puis il n'y a jamais personne d'autre qui en a parlé après. C'est un peu bizarre, hein? Quand on parlait de la réplicabilité. À moins que c'est quelque chose qui est évident, puis on n'a plus besoin vraiment de s'en soucier. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a plein d'autres chercheurs qui vont dire, bon, ben, on se base toujours sur ce qui a été dit en 1980 parce que ça a l'air encore bon. On continue.
Fait que bref, attention aux dates aussi. OK. Ah, ben C'est oui. ça pour les vidéos. Puis là, finalement, il y a le niveau d'itératie. Ça, c'est l'aspect humilité. C'est le dernier point, mais qui n'a plus rapport à des composantes. C'est moi, j'ai-tu le niveau d'itératie requis pour comprendre ce que je lis? Fait que je ne sais pas si vous avez déjà vu, les gars, moi, j'enseigne les stats, là, mais quand tu regardes les sondages dans le journal, puis il est écrit un moment donné, ça a été fait par la firme Godette et Colin Vallée. On a une marge d'erreur de 10 19 fois sur 20. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces trucs-là. Là. Ben là, ce que je viens de dire une grosse bêtise actuellement. Parce qu'avec ce que je viens de dire là, ça veut dire si tu crois mes conclusions, tu as 10 de chance de te tromper. Fait que bref, ces chiffres-là, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, les marges d'erreur et compagnie, ben c'est là que tu auras un sondage qui est malveillant. Ça m'est déjà arrivé d'en voir dans des revues très douteuses, mais généralement, ce qu'on va voir dans nos journaux, que certains appellent des merdias, ben veux pas, les marges d'erreur sont quand même intéressantes. Puis, mais en même temps, tu te dis, bon, ben, le sondage, il représente toute la population, il représente juste une partie de la population. Fait que bref, faut être capable aussi de s'équiper pour comprendre ce qui est écrit là. Puis si on ne comprend pas, il faut aller chercher quelqu'un qui comprend. Là. Fait que bref, puis moi, là, j'ai donné un exemple par rapport à des sondages, mais il y a plein de trucs, moi, que je vais lire sur le plan scientifique que je ne comprendrai pas. Je vous parlais tout à l'heure de la physique quantique. Là, moi, je ne suis pas là pantoute. J'ai une idée de ce que ça peut être, là, mais je ne veux pas m'enligner plus loin que ça. Ça n'a aucun sens. Les sondages sont pas mal la première arme des psychologues aussi, sûrement, pour essayer de être plus sociologue, là, mais pour les sciences humaines, les sondages, ça doit être beaucoup plus précieux comme outil que, mettons, pour un astrophysicien ou d'autres tangentes de la science. C'est pas mal le fun, tout ça. Toi, t'as mis Colin Vallée, as-tu d'autres choses à rajouter? Ben, pour faire un peu le parallèle avec l'article que je proposais tout à l'heure, avec donc, monsieur le philosophe qui nous proposait justement ce que Maxime un peu nous a dit dans ses mots, il apportait une idée qui est quand même assez intéressante. Je pense que pour être capable de douter sainement, d'avoir un doute raisonnable de quelque chose, il faut quand même pouvoir s'appuyer sur une vérité, ou avec un petit V, là, pas avec un grand V, bien sûr, mais sur quelque chose qu'on tient pour vrai et crédible, qui peut être justifié. Donc, si on n'a pas cette base-là d'information qui fait consensus, sur laquelle on peut observer finalement, puis on peut légitimement dire que c'est possible que ça existe, mais on n'a pas la base solide pour être capable d'avoir notre doute. Parce que notre doute doit pouvoir comparer finalement une information avec quelque chose d'autre qu'on tient pour vrai. Et c'est pour ça que la science vient ici jouer un rôle important, c'est que c'est finalement la méthode qu'on s'est trouvée comme humanité qui est la plus fiable pour arriver à avoir cette base d'information qu'on tient pour crédible. Donc, en dehors de ça, on reste dans le domaine de l'opinion ou encore donc de la croyance, des mythes, et ce n'est pas des bases solides pour être capable de faire de la comparaison et être capable de douter sainement non plus. Donc, voilà. Puis leur existence est correcte. Voilà. Puis celle-là aussi, elle existe, genre même, je dirais, au-delà de la méthode scientifique, dans le sens qu'on a tous comme un background qui nous permet de vivre. On est tous comme dans un statu quo, entre guillemets, mettons, avant que l'information nouvelle nous arrive. Fait que, si ça change totalement un paradigme ou si ça change totalement une conceptualisation de quelque chose, on s'approche un petit peu de l'absolu que Maxime parlait tantôt. Fait que c'est bien de, ça veut pas dire que c'est pas vrai, mais c'est bien d'approcher avec encore plus de doutes vu que ça a encore plus de répercussions sur ta vie, mettons. C'est très intéressant. Moi, le doute en culture, c'est quelque chose que j'essaie de mettre de l'avant depuis une vingtaine d'années. Je trouvais qu'il manquait un lexique. Je trouvais qu'il manquait d'humilité beaucoup au travers de ça. Que, les phrases comme « Ah, ben moi, c'est mes goûts », puis blablabla, mais ouais, mais Chris, c'est Transformers de Michael Bay. Je comprends que c'est du McDonald's pour les yeux, mais c'est parce que t'as pas... Le monde se cachait en arrière d'une espèce de subjectivité pour en devenir à être paresseux, à exprimer leurs opinions, j'ai l'impression, qui se responsabilisaient mal aussi de leur consommation culturelle. Fait que ça a été un petit peu mes moteurs qui m'ont amené à essayer de remettre le doute
de l'avant, d'essayer de... Puis moi, encore une fois, c'était vraiment axé sur la culture. Je trouvais qu'il y avait des questionnements qu'on n'avait plus, que l'industrie avait le contrôle, et je trouvais que c'était pas correct. Je trouvais qu'il y avait une manière de se réapproprier un petit peu cette sphère culturelle-là en tant que public, et ça a été ma motivation pour créer douteux.org, pour essayer de mettre la variété de l'avant et le reste, et je me rends compte en 2020 avec que, tu sais, c'était peut-être que mon idée était plus grande que ça, même si je l'ai exprimé comme ça. Puis de parler de doute avec vous autres comme ça, j'ai bien aimé ça à soir. Merci beaucoup, messieurs. Si j'ai bien compris, on est rendu à la fin de l'émission. Maxime, as-tu d'autres choses à rajouter? Tommy? Je te rajouterais que je ne sais pas jusqu'à quel point ton background universitaire ou scientifique t'a influencé là, dans cette transposition-là, ou c'est plutôt le contraire, ton esprit critique que tu avais qui t'a amené vers une vision un peu plus scientifique de douter de la culture. Mais moi, je finirais plus en disant, moi, j'aimerais ça demander au monde à la maison là, si on se retrouve plus à plus 10 ou à moins 10 là, pour aujourd'hui, pour notre épisode. Là. Fait que ça reste quand même intéressant à se poser comme question. Puis moi, j'ajouterais peut-être une dernière chose aussi. Le douter, c'est quelque chose qui doit être social. Ça ne se fait pas isolé. Ouais. Fait que, n'hésitez pas à partager à vos amis aussi là, la Tour d'Ivoire, puis d'en parler. Là, c'est important. Gardez pas ça pour Ouais. vous. Partage, puis c'est ça, ouais. Puis abonne-toi. Eh ben, merci beaucoup, les gars. C'est un plaisir. On vous souhaite à tous le mieux possible. Puis je me permets un petit aparté qui vous demande patience et déférence et compréhension. Si vous croisez sur les réseaux sociaux ou ailleurs une personne qui est prise de dérives conspirationnistes, de dérives sectaires, la haine, la dérision, c'est des choses qui aident à la radicalisation de ces personnes-là, qui fait que ces personnes-là vont se couper de gens qu'on pourrait appeler peut-être plus raisonnables, qui vont peut-être aller se réconforter chez des gourous qui sont, je dis pas unilatéralement mal intentionnés, mais ça arrive très souvent que les gourous, ceux qui spinent les idées, ceux qui bénéficient en influence et en argent de la désinformation et des dérives vers la réalité, voilà. Je dis pas qu'il faut couper les ponts, absolument pas. Ce que je dis, c'est qu'il faut être. Puis je dis pas non plus qu'il faut accepter tout. Je dis qu'il faut être sévère avec ses limites. Il faut dire ça me tente pas de parler de ça. Ça, je trouve que ce que tu dis, ça me rejoint pas. J'ai d'autres sources, blablabla. Donc, voilà. Patience, s'il vous plaît. On doit je dirais bien personnellement, c'est mon éditorial à moi, là, mais que je pense que les raisonnables, doivent pour pas mal longtemps dans l'humanité contrôler, entre guillemets, la sphère publique. Les débats doivent se faire, les discussions doivent se faire dans la compréhension et la patience. Et le climat social présentement, surtout sur les réseaux sociaux, ne se prête pas à ça. Donc, un appel aux adultes, voilà, je veux le mieux de tout le monde sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est mon cas. Merci, messieurs. Merci Maxime. à toi, Merci, Tommy. Tommy. Merci. Merci, Maxime. Merci, Tommy et Tommy. À plus. Next time. Bonne soirée. Si le planning s'en va comme on pense, je peux vous informer tout de suite qu'on va avoir dans 2 semaines à Le Tour d'Ivoire une très belle entrevue avec Frankie, qui est on pourrait dire un ex-conspi qui s'en est sorti et qui nous parle de son aventure là-dedans. Fait que voilà, ça nous garde en forme pour plus tard. Faites attention à vous autres.